Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Qu'on commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré hier le complexe des usines d'engrais azotiques à Ain Sokhna qui regroupe 6 grandes usines pour la production d'engrais azotiques. Le complexe s'inscrit dans le cadre des extensions de la deuxième phase du projet national géant qui double l'importance de la valeur du phosphate égyptien en maintenant le leadership de l'Égypte dans le secteur des engrais. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aishal. Ces usines ont été construites au sein du complexe des engrais azotés par le biais d'un consortium regroupant l'entreprise égyptienne Petrojet et le groupe allemand ThyssenKrupp. Le complexe s'inscrit dans le cadre des extensions de la deuxième phase du projet national géant qui double l'importance de la valeur du phosphate égyptien en maintenant le leadership de l'Égypte dans le secteur des engrais. La mise en place de nouvelles usines, outre celles situées dans le complexe de production chimique dans le gouvernorat de Fayoum, permet d'atteindre une énorme production d'engrais. La production totale d'engrais phosphatés est estimée à 1 720 000 tonnes par an pour servir le secteur agricole en Égypte et exporter le surplus vers une cinquantaine de pays. Et Sisi a souligné aussi que la meilleure utilisation du gaz naturel est de l'inclure dans d'autres industries pour maximiser la valeur ajoutée. Il a également indiqué qu'accorder de l'intérêt à l'industrie exige environ 800 millions de dollars pour établir de nombreuses usines afin de répondre aux besoins locaux et à l'exportation, ce qui prend beaucoup de temps. Il a appelé les institutions étatiques à organiser les voyages pour les jeunes des universités et des écoles afin de voir sur le terrain les projets mis en place. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd Koutir, a pour sa part affirmé que le président Sisi avait affecté un intérêt particulier au secteur agricole par l'adoption des mécanismes et des projets qui ont contribué au renforcement de la productivité des cultures stratégiques au service d'un système agricole et alimentaire durable. El Koutir a noté que la mise en place des systèmes agricoles et alimentaires est devenue l'un des importants défis qu'affrontent les pays en développement et développés. La question du fossé alimentaire n'est seulement un problème économique et agricole, mais une question politique stratégique liée à la sécurité nationale et régionale, a dit le ministre, soulignant que la nourriture est devenue une arme entre les mains des pays producteurs et exportateurs pour exercer des pressions sur les pays importateurs dans le but de réaliser des objectifs politiques. El Koutir a déclaré la nécessité de doubler les efforts pour atteindre la sécurité alimentaire qui s'avère indispensable, et ce via le renforcement des capacités de développement des produits agricoles et l'amélioration des potentiels de stockage, de distribution et de durabilité. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'inauguration du président de la République de ce complexe d'usines des engrais azotiques à Ain Sokhna et le grand projet de cultiver à peu près 3,5 millions de fédans en Égypte? Ces deux projets, je pense que c'est parallèle. La production d'engrais azotiques est importante pour l'utilisation locale et pour l'exportation. D'ailleurs, l'Égypte est un des exportateurs importants d'engrais en général, mais étant donné que nous avons appris une leçon, comme vous l'avez dit dans votre rapport, il faut justement nous suffire sur le plan nourriture. Donc, pour aboutir à cela, on essaie d'augmenter la superficie agricole en bonifiant plus de terres. Un projet très ambitieux pour la bonification de 3,5 millions de fédans, peut-être un peu plus. Ça exige beaucoup de dépenses, entre autres, et beaucoup de facteurs, disons, eau et engrais. Donc, une partie de cette
de la production de ce complexe va être dirigé pour essayer d'aller plus vite sur le plan bonification de terre pour aboutir à l'autosatisfaisance de nourriture. Espérons bien. C'est pour ça que le président a dit que c'est une affaire d'urgence. On ne peut pas aller lentement. On doit mettre un effort très grand pour justement finir ce projet le plus tôt possible. Alors encore une fois, je dis, la production de ces engrais sert à la fois pour augmenter nos exportations et en même temps pour les diriger vers la bonification de plus de terre. Espérons pour le mieux. Docteur Avouga, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre prochaine information concernant le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, qui a rencontré lundi au Caire l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. Lors de cet entretien, M. Choukri a promis le plein soutien de l'Égypte aux efforts de M. Pedersen pour rétablir la paix en Syrie. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leurs consultations et leur coordination. Le ministre a réitéré l'importance de relancer le processus politique dans le cadre de la volonté de l'Égypte de résoudre au plus vite la crise syrienne conformément aux résolutions internationales. Il a également informé l'envoyé de l'ONU de l'aide et du soutien apporté à la Syrie à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays et la Turquie voisine en février. M. Choukri s'est rendu en Syrie en février à la suite des tremblements de terre pour transmettre un message de solidarité du Caire. C'est la première fois qu'un ministre égyptien des Affaires étrangères visite la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. Et le Hamas palestinien a mis en garde mardi contre une escalade militaire pendant le mois sacré du Ramadan en cas de transgression israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cet avertissement survient à moins de 10 jours du début du mois sacré musulman, alors que le conflit israélo-palestinien semble entrer dans une nouvelle spirale de violence depuis l'entrée en fonction fin décembre d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël. Le numéro 2 du mouvement, Salah al-Arouji, indique que le risque d'escalade pendant le Ramadan dépend uniquement des violations israéliennes à travers la Palestine et à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. La mosquée Al-Aqsa est située sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, bâti sur ce que les Juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. L'endroit est au cœur des tensions israélo-palestiniennes, tout particulièrement pendant le Ramadan, compte tenu des restrictions qu'impose Israël aux Palestiniens qui voudraient venir y prier. En vertu d'un statu quo décrété par Israël après la conquête de la partie orientale de la ville sainte en 1967, les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade des mosquées à des heures précises, mais non y prier. Ces dernières années, un nombre croissant de Juifs, souvent nationalistes, y prient, ce que les Palestiniens et la Jordanie, gardiens des lieux saints musulmans à Jérusalem, qualifient comme de provocations régulièrement condamnées par un nombre de pays arabes, musulmans ou occidentaux. Et le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu hier en Russie où il a été reçu par son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite qui intervient au moment où le Kremlin accentue ses efforts pour réconcilier la Turquie et la Syrie et affirmer son poids diplomatique malgré son isolement sur l'Ukraine. Je cite, « Nous sommes en contact permanent et nos relations se développent », c'est ce qu'a déclaré M. Poutine au début de l'entretien, saluant les résultats importants obtenus par Moscou et Damas dans la lutte contre le terrorisme international. De son côté, M. al-Assad a souligné que sa visite marquerait une nouvelle étape dans les relations syro-russes.
Mais l'un des principaux sujets au menu de cette rencontre était le processus de réconciliation entre Ankara et Damas, que Moscou cherche à accélérer en organisant notamment un sommet avec M. Assad et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Je cite, les relations entre la Turquie et la Syrie sont certainement très affectées d'une manière ou d'une autre par les discussions entre messieurs Poutine et Assad. C'est ce qu'a ainsi déclaré hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Et la lire libanaise a franchi le seuil record de 100 000 pour $1 sur le marché parallèle, ont indiqué mardi des responsables de bureaux de change dans ce pays englué dans une très grave crise économique et financière. Ce record historique survient alors que les banques ont repris mardi une grève illimitée. Le Liban avait adopté le 1er février un nouveau taux de change officiel de 15 000 livres pour $1 américain au lieu du taux de 1507 livres observé depuis plus de 2 décennies, soit une dévaluation de près de 90%. Ce taux officiel est ainsi plus de 6 fois inférieur à la valeur réelle de la lire sur le marché parallèle où le billet vert s'échange désormais à 100 000 lire selon des bureaux de change. Avec cette nouvelle dépréciation, la lire a perdu plus de 98% de sa valeur initiale en 2019, année où a débuté la crise économique. La dépréciation continue de la lire a déclenché une inflation galopante et amputé le pouvoir d'achat d'une population déjà soumise à des restrictions bancaires draconiennes. Les épargnants n'ont plus accès à leurs économies bloquées dans les banques qui ont restreint les retraites et transferts d'argent depuis 2019. Les banques ont repris mardi une grève illimitée qui avait débuté début février pour protester contre ce que l'Association des banques libanaises avait qualifié de mesures judiciaires arbitraires contre les créanciers après que des épargnants ont porté plainte pour récupérer leurs économies. Et à présent, nous passons en Tunisie où un nouveau parlement aux prérogatives très limitées et issu d'élections boudées a été inauguré lundi. Ceci a eu lieu 20 mois après le démantèlement de l'ancienne assemblée par le président Kais Saïd pour instaurer un système hyper-présidentialiste. La nouvelle Assemblée de représentants du peuple, élue lors des tours en décembre et janvier, marquée par une abstention massive de près de 89%, a tenu sa première réunion retransmise en direct par la télévision publique dans son siège au Bardo, en banlieue proche de Tunis. Seuls les médias officiels tunisiens ont été autorisés à couvrir la séance et les représentants de la presse privée et les journalistes étrangers ont été tenus au courant. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.